Bienvenue dans le chapitre 4 du guide de l'automatisme. Ce chapitre est un véritable guide pratique pour bien choisir son matériel industriel. Que ce soit pour des automates, des quarts de S, des capteurs ou des variateurs, tu vas découvrir des critères simples, concrets et applicables sur le terrain. Tout l'enjeu, c'est de faire les bons choix dès le départ pour éviter des erreurs coûteuses à long terme. Prêt à consolider ta méthode de sélection ? C'est parti. Dans l'industrie, bien choisir son matériel, ce n'est pas juste comparer des fiches techniques, il faut penser aux conditions d'exploitation, à l'installation, à la maintenance et à l'avenir. Voici 5 repères concrets pour faire les bons choix dès le début. Selon que l'on conçoit, installe ou exploite, on n'a pas les mêmes priorités. Le bureau d'études cherche le meilleur coût. En chantier, ce qui compte, c'est le temps. En exploitation, on vise la fiabilité. Et au moment du renouvellement, on pense pérennité. Un même capteur ne conviendra pas à toutes les applications. En milieu humide ou à ATEX, le choix du bon boîtier, des bons câbles et de l'indice de protection est déterminant pour la durée de vie du système. Un matériel bien choisi mais mal installé devient une source de panne. Câblage, repérage, accessibilité, tout compte. Une installation soignée permet une maintenance plus rapide et une meilleure fiabilité. L'automate n'est pas un PC industriel. Il est conçu pour fonctionner sans interruption, en boucle, dans un environnement exigeant. Son architecture le rend fiable, modulaire et surtout maintenable par les équipes sur site. La technologie évolue vite. Il est essentiel de choisir du matériel bien suivi, de prévoir les pièces critiques et d'anticiper les rétrofits. Une bonne veille permet d'éviter les arrêts de production liés à l'obsolescence. Faire les bons choix au départ, c'est éviter bien des soucis plus tard. Un matériel bien choisi, bien installé et bien suivi, c'est la garantie d'une installation durable, performante et évolutive. Dans le monde de l'automatisation industrielle, plusieurs fabricants se partagent le marché, chacun avec ses forces et sa zone d'influence. Ce tableau aide à comprendre pourquoi certaines marques dominent certains secteurs. Les automates généralistes sont les plus polyvalents. Siemens, leader en Europe et en Asie, est très utilisé dans l'industrie lourde. Rockwell Automation domine en Amérique du Nord, notamment dans l'automobile et l'agroalimentaire. Les automates orientés IT sont pensés pour l'industrie 4.0. Beckhoff, spécialiste des PC industriels, est très implanté en Europe. DNR, filiale d'ABB, se distingue dans les lignes de production avancées. Dans le domaine du motion control, Omron est une référence en Asie, très présent dans la robotique et l'électronique. Mitsubishi excelle dans l'automobile et les systèmes CNC. En France, Schneider Electric est un acteur majeur dans l'énergie, le bâtiment et les infrastructures. Il reste un choix privilégié pour sa compatibilité avec les normes françaises. Pour les petites installations, Phoenix Contact propose des solutions modulaires compactes. Unitronics se distingue avec ses automates tout en un, intégrant un écran tactile, idéal pour les machines autonomes. En résumé, chaque fabricant a une spécialité et une implantation géographique. Même si tous prétendent couvrir tous les besoins, certains restent plus adaptés selon les secteurs, les contraintes et les pays. Peu importe la marque ou l'année de fabrication, tous les automates reposent sur la même structure, une alimentation, une unité centrale avec mémoire, des modules d'entrée et de sortie, le tout connecté par un bus interne. Ce schéma est votre boussole pour vous repérer, même face à un automate inconnu. Dans les années 80, les automates Siemens S5 ont marqué les débuts d'automatisation programmable, une structure monolithique peu modulaire avec des cartes spécifiques. L'architecture était déjà la même, alimentation, CPU, entrée, sortie, mais avec des limitations de flexibilité et de diagnostic. Les automates S7, 300 et 400 ont apporté une avancée majeure, modularité, compacité, communication rapide. Le principe reste le même, mais on gagne en souplesse, les modules se branchent sur un rail commun et le diagnostic devient plus simple. Ce sont encore aujourd'hui des références en production.
Les gammes S7 1200 et 1500 ont intégré l'Ethernet, des fonctions de diagnostic puissantes et des formats compacts tout en un. On reste fidèle à l'architecture classique, mais l'automate devient plus intelligent, plus connecté, plus facile à intégrer dans des systèmes complexes. Avec le M580, Schneider change de cap, on conserve l'architecture classique, mais avec un bus Ethernet temps réel, en plus du bus interne. Cela ouvre la voie à des architectures plus souples, plus résilientes, connectées aux plateformes IoT. On parle d'automates évolutifs. Au-delà de Siemens et Schneider, tous les grands constructeurs ont fait évoluer leur gamme. On retrouve des tendances communes, ouverture Ethernet, diagnostic intégré, cybersécurité ou encore intégration robotique. Ce tableau résume les principales évolutions chez les grands noms du marché. Depuis 40 ans, les automates évoluent, mais la logique reste la même, une structure modulaire, un traitement en temps réel, des entrées, des sorties pilotées. En connaissant ce schéma de base, vous pouvez comprendre n'importe quel automate. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment choisir le bon modèle selon vos besoins. Autrefois isolé, l'automate est devenu un véritable centre de communication. Il dialogue avec les capteurs, la supervision, l'ERP et même le cloud. Comprendre cette évolution, c'est comprendre l'industrie d'aujourd'hui. Avant, un automate gérait seulement quelques capteurs. Aujourd'hui, il échange avec tout le système industriel. Supervision, ERP, cloud. La communication est devenue stratégique pour la performance et la sécurité. Pendant des années, chaque type de réseau passait par un coupleur externe. Aujourd'hui, les automates intègrent directement des ports Ethernet. C'est plus simple, mais attention, les fonctionnalités varient selon les modèles. Les premiers réseaux étaient les bus de terrain, Profibus, Modbus RTU. Aujourd'hui, les réseaux Ethernet industriels comme Profinet ou Modbus TCP dominent. Ils permettent des architectures plus souples, souvent en anneau ou en ligne. Les protocoles récents, comme OPC-UA, MQTT ou IO-Link, demandent plus de vigilance. Selon l'automate ou le module, certaines fonctions peuvent manquer. Toujours analyser en détail les fiches techniques avant d'intégrer. Erreur fréquente. Croire qu'un automate suffit à tout faire. Pour un même modèle, les capacités réseau et la cybersécurité peuvent varier. Il est essentiel de définir l'architecture OT dès la conception. Le meilleur outil pour fiabiliser une architecture réseau, c'est un schéma OT clair. On y représente tous les équipements, réseaux et protocoles. Rendre visible l'invisible, c'est la base d'un système fiable et sécurisé. La communication industrielle a changé le rôle des automates. Elle conditionne désormais la performance, la sécurité et la fiabilité des usines. La règle d'or, toujours penser l'architecture réseau dès la phase de projet. Le temps de cycle d'un automate est souvent résumé à un simple chiffre. Pourtant, il cache la performance, la stabilité et parfois même la sécurité du système. Voici ce que vous devez vraiment savoir. Le fonctionnement d'un automate suit un cycle bien précis. Il commence par lire les entrées, puis il exécute le programme, met à jour les sorties et recommence immédiatement. Tout dans l'automate repose sur cette boucle continue. Attention à ne pas confondre temps de scan et temps de réponse. Par exemple, si un opérateur appuie sur un bouton, l'automate réagira seulement au début du cycle suivant. Selon le moment, il peut donc y avoir un délai de quelques cycles. Le temps de cycle n'est pas toujours constant. Une surcharge CPU, une panne ou un problème réseau peut rallonger ce temps. Parfois, certains blocs d'interruption suspendent temporairement la boucle. Ces variations peuvent avoir des impacts sur la sécurité et la qualité du process. Dans les outils comme TIA Portal, vous pouvez surveiller en direct le temps de cycle, minimum, moyen et maximum. De fortes variations signalent souvent un problème d'architecture ou de programmation. L'optimisation commence par la priorisation des tâches et la simplification du code. Le temps de cycle dépend aussi du matériel et de l'architecture. La puissance de la CPU, le type de calcul et la charge réseau influencent fortement les performances. Un conseil, restez simple et privilégiez une architecture robuste et directe.
Quand le cycle classique ne suffit plus, certaines automates proposent des tâches périodiques. Elles permettent d'exécuter des parties de programme à une fréquence précise, idéale pour les actions critiques ou très rapides. Mais attention, cette fonction dépend de la gamme automate. Le temps de cycle, c'est comme le rythme cardiaque de l'automate. Trop lent, il ralentit la production, trop rapide, il devient instable. Pour une installation fiable, il faut toujours mesurer, comprendre et ajuster. Choisir un automate, ce n'est jamais un choix au hasard, il existe des dizaines de modèles, des technologies variées et des écarts de prix importants. Dans cette vidéo, je vous donne une méthode simple et concrète. Le prix d'un automate est directement lié à sa mémoire et à ses fonctions, plus l'offre de communication, de redondance ou de puissance, plus le coût grimpe. Chaque gamme d'automates répond à des besoins bien spécifiques. Le temps de cycle est aussi un critère majeur. Pour les process rapides comme l'emballage ou la transitique, il faut un automate très réactif. A l'inverse, pour des applications plus lentes, un modèle simple peut largement suffire. Donc voici les 6 critères clés pour faire le bon choix. Donc la nature du process, rapide ou lent, l'ampleur du projet, simple machine ou usine complète, les réseaux et protocoles nécessaires, la criticité du process, arrêt possible ou non, la compatibilité avec l'existant souvent décisive et bien sûr le budget. Prenons 2 exemples. Pour une petite machine autonome, un automate compact et économique suffit. Mais pour une ligne de production critique, on choisira un modèle robuste, sécurisé et bien supervisé. Le choix dépend toujours du contexte réel. Alors, erreur classique, choisir par habitude ou par peur. Un automate surdimensionné alourdit le budget inutilement. A l'inverse, un automate trop simple deviendra vite un blocage. La bonne approche, c'est de partir du besoin réel, pas des habitudes. Il n'existe pas d'automate universel, mais il y a toujours une solution adaptée à votre projet. Le bon choix, c'est celui qui équilibre technique, budget et contraintes terrain. Et c'est là que l'expertise de l'automaticien prend tout son sens. Les cartes d'automate, qu'elles soient pour les entrées, les sorties ou des fonctions spécifiques, existent dans de nombreux formats. Ce choix technique a un impact direct sur l'encombrement, la facilité de câblage et même la fiabilité. Dans les armoires, les modules IP20 sont les plus répandus. Siemens, Schneider, Rockwell ou Beckhoff proposent des solutions très compactes. Leur objectif, optimiser la place, simplifier le câblage et faciliter la maintenance. Pour les cartes installées directement sur la machine, on utilise des modules IP65 ou IP67. Ils résistent à l'humidité, à la poussière et évitent l'utilisation d'armoires. Plusieurs fabricants proposent ces blocs robustes et prêts à l'emploi. Le choix du format dépend des contraintes du process, encombrement, vibration, environnement difficile. Une carte bien positionnée, c'est moins de câblage, moins de risques et un accès facilité pour la maintenance. Un mauvais choix de format peut vite coûter cher. Armoire trop grande, câble trop long, installation plus complexe. A l'inverse, un format adapté, bien pensé, permet de gagner du temps, de la place et de réduire les coûts. Certaines cartes proposent un diagnostic détaillé, d'autres seulement un diagnostic global. L'intégration logicielle de programmation peut aussi varier. Ce détail joue un rôle majeur lors du dépannage et de la maintenance. Choisir la bonne carte, ce n'est pas qu'une question technique. C'est un choix stratégique qui impacte la fiabilité, la facilité d'installation et le coût global du projet. Penser au format dès la conception, c'est poser les bases d'une installation efficace et durable. La tête de station, aussi appelée module d'interface, joue un rôle clé dans les architectures des portées. Elle permet de connecter les cartes éloignées de l'automate principal. Pourtant, ce petit module est souvent sous-estimé. La tête de station permet de déporter des cartes ES loin de la CPU. Elle est indispensable dans les grandes installations ou quand les capteurs et actionneurs sont répartis sur plusieurs zones. Elle simplifie le câblage et offre une architecture plus évolutive. Les constructeurs proposent des têtes très différentes selon les besoins. Certaines sont simples, d'autres offrent des diagnostics avancés. Le choix dépend aussi du bus utilisé, Profinet, Ethercat, ASI, et bien sûr de l'environnement industriel. Pour bien choisir, il faut d'abord vérifier la compatibilité avec le bus utilisé. Ensuite, s'assurer que la tête propose le niveau de diagnostic adapté
et qu'elle résiste aux contraintes du terrain. Chaleur, humidité, vibration. Certaines têtes ne donnent qu'une alerte globale. D'autres indiquent la carte précise ou même la voient un défaut. Quand ces diagnostics sont intégrés au logiciel de supervision, le gain de temps en maintenance est énorme. Il existe aussi des têtes dites universelles, compatibles avec plusieurs marques d'automates. Elles offrent de la flexibilité, mais souvent au détriment du diagnostic. De plus, elles nécessitent souvent du code spécifique, ce qui complexifie l'intégration. La tête de station est un élément clé dans l'automatisme des portées. Elle conditionne le câblage, la maintenance, la fiabilité et même la performance globale. Bien la choisir, c'est garantir une architecture à la fois simple, robuste et évolutive. Les cartes d'entrée et de sortie sont au cœur de l'automatisme. Entre cartes TOR, analogique et carte métier, le choix dépend du process, des contraintes terrain et des performances attendues. Les cartes TOR gèrent les signaux toutes ou rien. Le choix dépend du nombre de voix, du type de signal et des protections intégrées. Le diagnostic par voix, quand il est disponible, offre un vrai gain en maintenance. Les cartes analogiques permettent de mesurer des grandeurs physiques, température, pression, débit. Elles exigent une installation très rigoureuse, câbles blindés, mise à la terre et respect strict des préconisations constructeurs. Le moindre défaut de câblage fausse toute la mesure. Les cartes dites métiers gèrent des fonctions avancées, communication avec des équipementières, acquisition rapide ou pilotage d'axes. Leur fonctionnement dépend aussi du logiciel, de la CPU et parfois du variateur associé. Avant de choisir une carte, il faut vérifier sa compatibilité avec la CPU, le type de bornier, le nombre de fils à raccorder et la facilité de remplacement en cas de défaut. Certains systèmes nécessitent de tout débrancher pour changer une seule carte. Chaque fabricant propose plusieurs versions de cartes, standard, avec diagnostic, rapide ou spécialisé. Le bon choix ne dépend pas de la marque, mais des besoins réels de l'application. Vitesse, précision, facilité de dépannage. Choisir une carte ES, ce n'est pas une simple formalité. C'est un choix technique stratégique qui joue sur la fiabilité, la lisibilité et l'efficacité du process. Le bon automatisme commence toujours ici, par un choix adapté au terrain et aux besoins réels. Mal choisir une carte d'entrée ou de sortie, c'est s'exposer à des problèmes dès la mise en service et à des pannes difficiles à diagnostiquer. Voici 5 erreurs courantes et surtout comment les éviter. Première erreur, choisir uniquement sur le prix. Une carte entrée de gamme peut sembler économique, mais sans diagnostic ni possibilité d'évolution, elle peut coûter beaucoup plus cher à long terme. Deuxième piège, mal dimensionner le nombre de voies. Trop de voies, cela complique le câblage et le dépannage. Trop peu, vous devrez multiplier les cartes, ce qui alourdit le budget et l'installation. Il faut ajuster le choix aux besoins réels. Troisième erreur fréquente, négliger la mise à la terre des cartes analogiques. Sans une mise à la terre correcte, les parasites s'invitent, les mesures deviennent fausses et des alarmes inutiles apparaissent. Respecter les bonnes pratiques de câblage est essentiel. Autre oubli fréquent, la maintenance. Certaines cartes imposent de tout débrancher pour être remplacées, d'autres n'ont aucun repère visible. Anticiper l'entretien et la facilité de remplacement fait gagner un temps précieux en cas de panne. Dernière erreur, ignorer les fonctions avancées déjà disponibles sur certaines cartes. Diagnostic par voie, état affiché en supervision, paramétrage automatique. Ces fonctions sont parfois incluses mais non utilisées, faute de connaissances ou par habitude. Une carte mal choisie, mal installée ou mal pensée peut coûter très cher en dépannage et en exploitation. En suivant ces bonnes pratiques, vous éviterez des erreurs courantes et garantirez un automatisme fiable et durable. Les capteurs TOR donnent une réponse simple, oui ou non. Mais derrière cette apparente simplicité, il y a de vrais choix techniques à faire pour garantir une détection fiable et durable sur le terrain. Plusieurs fabricants sont incontournables dans l'industrie. IFM, SICK, Turk, Banner, Pepperlfusch et Télémécanique. Ils proposent des capteurs robustes et adaptés à de nombreux environnements, du milieu propre aux zones ATEX. Pour bien choisir un capteur TOR, il faut d'abord définir ce qu'on veut détecter. Présence, position, passage. Puis analyser la matière de la pièce, la distance de détection et les contraintes du terrain. Ces éléments orientent vers la bonne technologie. Voici les 5 principales technologies.
L'inductif, très fiable mais limité au métal. L'optique, avec une grande portée mais sensible à la saleté. Le magnétique, utile derrière des parois mais parfois imprécis. Le capacitif, idéal pour détecter liquide ou plastique. Et l'ultrason, adapté aux objets volumineux ou aux formes complexes. Chaque technologie a ses applications typiques. L'inductif est idéal en mécanique et sur machine-outil. L'optique domine la logistique et les convoyeurs. Le magnétique est souvent utilisé sur les vérins. Le capacitif sert dans les cuves et pour les niveaux. Et l'ultrason excelle pour les grandes pièces ou longues distances. Plusieurs pièges reviennent souvent. Oublier les salissures, mal estimer la portée réelle ou encore régler trop vite un capteur capacitif. Résultat, détection instable ou absente. La clé, c'est toujours d'adapter le capteur à son environnement. Un capteur Tor bien choisi, c'est la base d'une automatisation fiable. Il ne s'agit pas de choisir au hasard ou par habitude, mais de bien analyser le besoin, l'environnement et les contraintes techniques. Une bonne détection évite bien des pannes. Dans l'industrie, mesurer des grandeurs physiques comme la température, le débit ou la pression passe par une instrumentation adaptée. Mais la question clé, c'est le mode de transmission. Signal analogique ou numérique? Voici comment bien choisir. Le signal analogique reste la base dans beaucoup d'usines. Le 420 mA est universel, simple et robuste. Les sondes RTD offrent une mesure de température très précise. Le 0,10 V existe aussi, mais il est plus sensible aux perturbations. Dans tous les cas, il faut respecter les règles de câblage, de blindage et de mise à la terre. Certains protocoles numériques offrent plus de possibilités. ART ajoute une communication numérique à la boucle 420 mA pour configurer ou diagnostiquer les instruments. Profibus PA combine alimentation et données sur un même câble, idéal pour les environnements complexes. IO-Link, de son côté, transforme les capteurs en équipements intelligents et paramétrables. ART est une solution hybride très intéressante. Elle conserve la simplicité du 420 mA tout en offrant la possibilité de configurer ou diagnostiquer les capteurs à distance. Il existe même des versions sans fil, pratiques pour les zones difficiles d'accès. Le Profibus PA s'impose dans les environnements exigeants, notamment en zone ATEX. Il permet d'alimenter et de transmettre les données via un seul câble. C'est une solution robuste et fiable, très utilisée dans la chimie, le pétrole et les infrastructures industrielles complexes. IO-Link ouvre de nouvelles possibilités. Diagnostic détaillé, capteurs intelligents, affichages locaux. Mais attention, le matériel est plus coûteux et chaque capteur nécessite une configuration spécifique dans l'automate. Cette solution est intéressante sur des installations complexes ou en grande série, mais pas toujours rentable sur des projets simples. Le choix entre analogique et numérique dépend de l'environnement, des besoins de diagnostic et du niveau de complexité acceptable. Le 420 mA reste un standard fiable et éprouvé. ART offre plus de souplesse. Profibus PA s'adapte aux environnements complexes et IO-Link propose des fonctions avancées, mais avec un coût et une complexité supplémentaires. Le bon choix, c'est toujours celui qui sert au mieux votre terrain. Voyants, électrovannes, relais, départ moteur, Tous ces actionneurs simples doivent être reliés à l'automate. Mais une question revient toujours. Faut-il choisir une connexion filaire classique ou passer par un bus de terrain ? La connexion filaire est la solution historique. Chaque actionneur est relié directement à l'automate. C'est fiable, mais cela multiplie les câbles, complexifie le repérage et alourdit les armoires. En milieu difficile, il faut aussi utiliser des composants renforcés, ce qui peut vite augmenter les coûts. Le bus de terrain propose une approche différente. Plusieurs actionneurs partagent un seul câble, ce qui réduit les longueurs et simplifie le câblage. Il permet aussi des fonctions avancées, diagnostic, reconfiguration. Le coût unitaire est plus élevé, mais dès que le volume d'actionneurs augmente, l'économie globale devient intéressante. Voici 3 exemples concrets d'architecture industrielle. Une installation avec ASI et Tesisu pour simplifier le démarrage moteur et la sécurité. Une autre avec Sirius et Profibus chez Siemens pour une intégration complète et modulaire. Et la solution SmartWire d'Eaton où chaque élément est relié via un seul câble intelligent. Le filaire reste pertinent pour les petites installations simples, mais dès qu'on dépasse 5 à 10 actionneurs, le bus de terrain devient souvent plus rentable. Il réduit le temps d'installation, offre des fonctions avancées et facilite la maintenance. Pour bien choisir, il faut se poser des bonnes questions. Avez-vous besoin de diagnostic intégré ? Combien d'actionneurs sont concernés ? Quelles sont les distances et les contraintes physiques ? Il ne s'agit pas d'opposer systématiquement filaire et bus, mais de choisir la bonne approche selon chaque zone de l'usine.
Le raccordement des actionneurs n'est pas un simple détail technique. Il détermine la simplicité de mise en service, la maintenance future et même l'évolutivité de votre installation. Filaire au bus, à vous de choisir la solution la plus adaptée à votre terrain. Le variateur de vitesse est devenu un équipement clé dans l'industrie. Il permet d'ajuster la vitesse d'un moteur, de réduire la consommation d'énergie et d'optimiser la performance des machines. Mais sa mise en œuvre demande rigueur et méthode. Réduire la vitesse d'un moteur permet de diminuer sa consommation selon une loi en cube. Plus la vitesse baisse, plus les économies sont fortes. Le variateur limite aussi les à-coups au démarrage et offre un contrôle très précis, utile pour le pompage, le levage ou les process synchronisés. Il existe plusieurs modes de commande. Certains variateurs se pilotent localement avec un simple bouton ou un potentiomètre. D'autres sont reliés à l'automate, soit par câblage filaire, soit par bus de terrain. Dans ce cas, on peut aussi faire des réglages à distance et accéder au diagnostic. Un variateur n'est pas qu'un boîtier de commande, il intègre des fonctions de sécurité, des modules de contrôle et des protections réseau. Le câblage doit respecter des règles strictes, filtre, blindage, inductance, ne jamais négliger ces précautions au risque de provoquer des pannes ou des perturbations. La mise en service d'un variateur demande un vrai savoir-faire. Il faut analyser la plaque moteur, lancer les fonctions d'auto-ajustement, puis régler les paramètres avec précision. Des outils logiciels permettent aussi de tracer les courbes de fonctionnement. C'est une étape technique à ne jamais sous-estimer. Sur le terrain, certaines erreurs reviennent souvent. Partager un variateur entre plusieurs moteurs pour économiser, à éviter absolument. Changer de variateur sans comprendre la cause d'un défaut, mauvaise idée. Un variateur qui affiche une alarme a souvent raison. Avant tout remplacement, il faut analyser les causes réelles. Un variateur bien installé et bien paramétré, c'est la garantie d'une machine performante et durable. Mais un variateur mal maîtrisé devient vite une source de panne ou de surcoût. Prenez ce sujet au sérieux et votre variateur vous le rendra, pendant des dizaines de milliers d'heures de fonctionnement. La sécurité machine ne se limite plus aux boutons rouges et aux relais classiques. Aujourd'hui, il existe des solutions évoluées, programmables et intégrées qui permettent de sécuriser les installations avec souplesse et efficacité. Les relais programmables ont remplacé les anciens montages câblés. Ils permettent de gérer plusieurs zones d'arrêt d'urgence, d'intégrer des diagnostics précis et de modifier la logique sans câblage. C'est une solution idéale pour les machines évolutives. Voici quelques exemples. Pils propose des relais qui communiquent avec les variateurs via STO, tout en s'intégrant sur les réseaux industriels. SICK propose FlexiSoft et FlexiLoop, parfaits pour les architectures modulaires. Phoenix Contact mise sur des modules déportés adaptés aux grandes installations. Le bus ASI permet de connecter directement les capteurs et organes de sécurité sur le terrain. L'arrêt d'urgence devient un message réseau traité par un maître de sécurité. Cette solution allège le câblage et offre une grande souplesse d'architecture. Pour les installations critiques, l'automate de sécurité s'impose. Il centralise la logique, surveille en temps réel les organes de sécurité et pilote directement les actionneurs. C'est une solution plus complexe mais très puissante. Voici un résumé des solutions. Relais programmable, simple et économique, parfait pour les machines locales. Bus ASI, idéal pour les lignes modulaires avec un câblage optimisé. Automate de sécurité, adapté aux installations critiques pour une sécurité maximale. Le bon choix dépend toujours du niveau d'exigence et de l'architecture globale. La sécurité machine doit être pensée dès la conception du projet. Elle impacte le câblage, la maintenance, la performance et la fiabilité de l'installation. Le bon réflexe, intégrer la sécurité comme une brique essentielle de l'automatisme et non comme une contrainte isolée. La lecture de code barre, QR code ou tag est devenue un outil clé dans l'industrie moderne. Elle assure la traçabilité, simplifie les réglages de machines et améliore le contrôle qualité tout au long du process. Pour lire des codes sur des pièces en mouvement, les lecteurs fixes sont la solution la plus répandue. Cognex, SICK et Datalogic dominent ce marché avec des lecteurs capables d'intégrer le traitement d'images sans avoir besoin de PC industriels. Les QR codes permettent d'intégrer beaucoup plus d'informations qu'un simple code barre. Ils sont souvent utilisés pour le paramétrage automatique des machines ou la traçabilité des outils. Ils se lisent facilement avec les mêmes caméras fixes, parfois combinées à des afficheurs ou automates. Quand la lecture doit rester mobile ou flexible, les douchettes industrielles sont la solution idéale.
Datalogic, Zebra ou Honeywell proposent des modèles durcis conçus pour les environnements industriels. Elles peuvent se connecter en filaire ou en sans fil directement à l'automate ou au réseau IT. Certaines architectures permettent de centraliser plusieurs lecteurs sur une même interface, comme les solutions proposées par Datalogic. Cela simplifie l'intégration dans l'automate et permet de gérer à la fois des lecteurs fixes et des douchettes avec une grande souplesse dans l'organisation des postes. Un bon lecteur mal installé peut vite devenir inefficace. Il faut toujours vérifier l'éclairage, éviter les reflets et anticiper les salissures. Autre point crucial, le protocole de communication. Une simple douchette USB ne suffit pas pour une lecture industrielle fiable. Il vaut mieux opter pour des solutions compatibles Profinet ou équivalents. La lecture de code n'est plus un simple outil de traçabilité, c'est une fonction industrielle à part entière qui contribue à la qualité, à la performance et à la productivité. Le bon choix, c'est celui qui s'adapte à votre environnement et qui s'intègre efficacement dans votre architecture d'automatisation. La RFID change la manière de gérer la traçabilité industrielle. Sans contact, elle permet d'identifier les objets, de transmettre des informations et même d'enregistrer des données en temps réel. Mais pour bien l'utiliser, il faut comprendre ses spécificités. Il n'existe pas une RFID, mais plusieurs. Chaque technologie utilise une fréquence différente. BF ou basse fréquence, idéale en environnement métallique. HF, haute fréquence, la plus utilisée en industrie. UHF, ultra haute fréquence, très répandue en logistique, mais plus sensible aux perturbations industrielles. Le choix de la bonne RFID dépend avant tout de l'environnement. L'eau, le métal ou la poussière influencent fortement les performances. Le coût des tags est aussi un critère important. Certains modèles industriels coûtent plusieurs euros. Toujours tester la solution sur le terrain avant le déploiement. Plusieurs fabricants proposent des solutions adaptées à l'industrie. Turkubanner avec des tags HF robustes conçus pour les environnements métalliques. IFM qui intègre la RFID sur ses réseaux assis. Siemens avec des modules HF compatibles Profinet, faciles à intégrer dans des architectures automatisées. Intégrer un lecteur RFID ne se limite pas à le brancher, il faut choisir un protocole adapté, positionner précisément les lecteurs pour éviter les pertes de lecture et surtout gérer correctement les échanges de données dans l'automate. Les tags RFID peuvent contenir des informations simples ou complexes selon les besoins du process. Attention à un piège fréquent, copier des solutions RFID conçues pour la logistique sans vérifier leur compatibilité industrielle. Toujours tester la portée réelle, les interférences possibles et la compatibilité mécanique avec vos équipements. Une RFID bien intégrée devient un atout puissant pour connecter le terrain à l'automatisme. La RFID permet à l'objet de devenir une source d'information active. Elle ouvre la voie à une automatisation plus intelligente à condition de bien choisir la technologie et surtout de réussir son intégration dans l'architecture industrielle. Dans l'industrie, mesurer l'électricité ne se limite plus à lire les consommations. Les centrales de mesure permettent d'analyser la qualité de l'énergie, d'optimiser la maintenance et de piloter les installations de manière plus performante. Les centrales de mesure ne se contentent pas de relever les ampères, elles analysent les tensions, les puissances, les déséquilibres, les harmoniques et les dérivés électriques. Certaines mesurent aussi la température ou la répartition d'énergie par zone de production. Les centrales s'installent en général dans le TGBT ou dans les armoires de ligne. Elles se connectent à l'automate ou à la supervision pour centraliser les données et les exploiter. Elles sont un élément clé des démarches de monitoring énergétique modernes. Plusieurs fabricants proposent des solutions fiables. Socomec avec la gamme DigiWare, très modulable et adaptée aux grandes installations. Schneider et Siemens avec des équipements robustes et largement utilisés en usine. Et Janitza, spécialiste des analyses poussées de la qualité réseau. Les données recueillies permettent de déclencher des alarmes, de suivre les dérives et d'alimenter les rapports QSE ou les bilans énergétiques. Elles servent aussi à adapter les plans de maintenance et à optimiser la durée de vie des équipements. Quelques bonnes pratiques essentielles. Commencez par mesurer les gros consommateurs d'énergie. Toujours calibrer correctement les transformateurs de mesure. Et surtout, connecter proprement les centrales à l'automate ou au système de supervision.
Une mesure non fiable ne sert à rien et peut même fausser les analyses. Mesurer l'électricité, c'est bien plus que surveiller une facture. C'est comprendre en détail le comportement de l'installation, anticiper les incidents et optimiser la performance énergétique. Dans l'industrie moderne, les centrales de mesure deviennent un outil stratégique incontournable. Dans ce chapitre, tu as découvert comment bien choisir ton matériel industriel. Voici les 3 points clés à retenir pour réussir tes projets en toute sérénité. Premier point, analyser les besoins réels. Chaque matériel doit être adapté à l'environnement, aux process et aux performances attendues. Pas de sélection au hasard, mais une vraie logique technique. Deuxième point, toujours penser installation et maintenance. Un matériel bien installé et facile à maintenir, c'est un gain de fiabilité et une économie sur le long terme. Troisième point, anticiper l'évolution et la pérennité. Opter pour du matériel évolutif et bien suivi, c'est assurer la continuité de ton installation face aux évolutions futures. Si tu veux tester ce que tu as retenu, un quiz rapide est disponible dans la description. C'est un bon moyen de vérifier les notions avant de passer au chapitre suivant.